Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors bon, cette vidéo, je vous le dis dès le début, ça va être une longue vidéo, je pense qu'elle va être longue, donc limite c'est une vidéo que j'aurais pu faire en podcast audio, tout simplement. Mais les podcasts audio risquent de venir avec le temps, des podcasts plus longs, des audios plus longs, des vidéos parfois plus longues, qui vous permettent en fait tout simplement d'écouter sans rester devant l'écran. Hein, vous faites ce que vous avez à faire, hein, si vous êtes en voiture, au ménage, en train de regarder... je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo assez longue. Donc, je pense qu'on va traiter de beaucoup de sujets dans cette vidéo. On va pas perdre de temps directement. Sur Instagram, je vous ai demandé de poser des questions. Vous avez joué le jeu et j'ai répondu à certaines sur Instagram. Je vais y revenir. Par exemple, la question de quelle est la meilleure vengeance. La meilleure vengeance, alors déjà, quand on se pose cette question, soit on se la pose de manière philosophique, en mode... quelle est la meilleure manière de subvenir à ce besoin de vengeance, mais sans réellement se venger, parce que se venger, en fait, c'est quoi? C'est être... on nous a fait quelque chose de mauvais, et on va faire quelque chose de mauvais pour que la personne qui nous a fait ce mal puisse ressentir le bien de faire à notre tour, d'une certaine manière, le mal qu'on a subi, et en même temps, ça donne une leçon à la personne. Très rarement, c'est pour faire évoluer la personne. On n'a pas cette idée en tête de se dire « je me venge, il va avoir mal », mais c'est une leçon pour lui, il va comprendre. On pense comme ça, mais en fait, c'est simplement notre volonté de rétorquer. C'est pas toujours une mauvaise sensation, c'est humain, hein. Attention, la meilleure solution, et c'est ce que j'ai répondu à la personne, mais là je vais rentrer plus dans les détails, j'ai répondu à la personne que la meilleure vengeance, en fait, c'est la réussite, la concentration sur nos projets et sur nous-mêmes. C'est ça qui nous aidera à aller mieux. Le besoin de se venger est un ralentissement, un poids, et c'est surtout la preuve que quelque chose de néfaste a encore trop de place dans notre vie. Quand pendant longtemps, surtout, hein, là on parle pas de quelque chose à court terme, pendant longtemps on est encore dans l'idée de « j'espère qu'il va avoir mal, j'espère que », cette personne a encore trop de place dans notre vie. Je dis cette personne puisque souvent ce genre de question est un rapport à la relation de couple. Mais ça ne touche pas que ça. L'objectif, c'est pas de faire en sorte de combler chez nous le plaisir que l'autre va avoir dans sa douleur, mais plutôt l'idée de se dire ce qui est néfaste pour moi s'éloigne, et ce qui est bien reste à mes côtés. Je construis, je me consacre à mon avancée, et parfois, les 1 an qu'on a à penser tous les jours à faire le mal à quelqu'un qui nous en a déjà fait, ou à espérer le mal à une personne qui nous fait du mal, ou qui est injuste, ou pervers, ou ce qu'on veut, et ben si on se concentrait à notre avancée, on aurait pris un plaisir bien plus grand, parce que, la haine, l'énervement, c'est pas un sentiment qui fait plaisir. C'est quelque chose qui nous donne envie d'agir, c'est pas un bien-être, c'est pas la paix, c'est l'inverse de la paix. C'est être concentré H24 sur quelque chose qui nous a fait mal, donc on revient dans des souvenirs. En fait, on n'avance pas. On reste dans le mal qu'on nous a fait. Et on met beaucoup d'importance à une personne qui devrait ne plus en avoir à nos yeux. Donc, pour moi, la meilleure manière de se venger, c'est simplement de revenir à soi et de créer un grand mur en béton qui ne peut plus être franchi par l'autre. Ne serait-ce que dans le fait d'exister encore dans notre vie. Il ne faut pas oublier ce qui nous a fait mal, il faut savoir l'utiliser et faire en sorte d'éloigner ce qui doit être éloigné, et que cette personne évolue, en tire des leçons, c'est bien pour lui, ou pour elle. Nous, on a notre vie à gérer. Et si à chaque fois qu'on nous faisait quelque chose, cette chose-là, on la mettait, on en faisait une statue à nos côtés, qu'on regardait à chaque instant de notre vie, on en serait malheureux. Alors que on nous a fait mal, on cicatrise de cette chose-là, on pense à nous, on avance, et notre avancée, elle nous fera du bien. Parce qu'on a des choses à construire. On a eu une autre question qui était « Que penses-tu d'une relation qui n'aboutit pas au mariage car l'homme ne se sent pas prêt ?» Moi, j'ai répondu, mais je vais bien expliquer pour que tout le monde comprenne, j'ai répondu « Pas prêt à s'engager égale pas prêt à profiter de la relation, à mes yeux. » Autant s'éloigner dans ce cas-là. C'est ma philosophie. Tu peux pas dire « Je suis pas prêt à m'engager » tout en prenant chez l'autre ce qu'il y a de plus cher chez lui et dans son intimité. Si tu n'es pas prêt, n'engage pas l'autre sentimentalement, c'est dangereux. Si t'es pas prêt à t'engager, t'es pas prêt à être en couple. Parce qu'aujourd'hui, le jeu du couple, c'est « Ouais, je prends ce qui m'arrange et la responsabilité derrière, j'en veux pas. » C'est pas ça la vie.
C'est pas ça la vie. Tu peux pas te dire je me lance avec un être humain qui a toute son humanité, ses sentiments, son intimité. Elle va te donner, cette personne-là, des choses qu'elle ne donnerait à aucune autre personne. Mais dans un autre sens, toi tu dis moi je suis pas prêt. Mais je prends. Par contre, je vais prendre quand même parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Ah, c'est bien pour moi. Mais par contre, je suis pas prêt. Le pas prêt, c'est l'option du doute. Le doute que tu mets dans la tête d'une personne qui ne sait pas si elle doit s'engager émotionnellement, sentimentalement ou pas. C'est pour moi presque un manque de respect que de ne pas être prêt à s'engager et faire en sorte que cette personne est encore dans un couple avec toi en prenant ce que tu as à prendre comme si, comme un couple engagé. Mais alors, dans ce cas-là, personne ne s'engage. Quand t'achètes un téléphone, si on te dit qu'il est à toi, mais que tu n'as pas d'engagement avec celui-ci, tu dis bien sûr, moi je prends toujours sans engagement, sinon forcément, dès qu'il y en a un nouveau qui me plaît, je jette celui-là, et si j'ai pas d'engagement, voilà. Non, à un moment donné, on n'est pas des objets. Et ça, il faut se le rappeler. À un moment donné, le couple, c'est un engagement. À un moment donné, il faut se dire que cette personne-là, ça peut être ma sœur. Et qui voudrait voir sa sœur, sa mère, sa fille, son fils, peu importe, quelqu'un qui nous est cher, en prêt à quelqu'un. Je te le donne, tu en fais ce que tu veux, mais toi, tu n'assures rien de l'autre côté. C'est comme si j'allais acheter quelque chose qui était d'une valeur inestimable, et là on parle même plus d'argent, parce que ça va au-delà, c'est humain. Et cette chose-là, je la prends, j'en profite, et je vous la rends, mais ça y est. J'ai vidé le sac, j'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai remis le plastique, attendez les gars, un peu d'humanité. On est devenus des personnes qui se consomment pire que des objets. On met plus d'importance à certains objets qu'à des personnes qui sont censées être notre nous. Tu peux pas dire nous, notre relation, sans engagement, je prends ce qu'il y a à prendre, mais je te demande tout ce qu'une relation avec engagement demanderait. Ça, c'est un danger. Mais les gens sous-estiment tellement à quel point ces choses-là ont un impact dans leur avenir, un impact dans leur cœur, dans leurs futures relations, dans leurs futurs traumatismes. Je m'arrêterai jamais de le dire, ces relations-là. Je vous promets. Alors, il y a une personne qui m'a dit « Je suis introverti, mais je veux faire plus d'efforts pour plaire à mes proches. Comment faire ?» Alors moi, je lui ai expliqué, parce que je m'y connais un peu dans ce domaine, chaque pas en avant, déjà, c'est une grande avancée. Petit à petit, ce qu'on n'osait pas hier devient la facilité de demain. Il faut faire l'effort de la première fois, qui est toujours un effort difficile, mais quand on l'a fini, cet effort, on se sent bien. Parce qu'on a accompli quelque chose qui, dans notre tête, était basé sur de la peur. Quand on est quelqu'un qui est introverti, l'énergie que ça demande d'être dans une foule ou face à l'inconnu, elle est immense. Mais quand cette énergie-là, la première fois, c'est dur, hein. Surtout l'avant. C'est pas toujours le pendant qui est dur, c'est aussi l'avant d'y aller. Avant d'ouvrir cette porte qu'on a peur d'ouvrir, parce qu'on est face à un inconnu, parce qu'on sait pas comment il va falloir agir, se comporter, face à quoi on va se confronter. Ça va nous demander une énergie, on sait jamais si on est apte à offrir autant d'énergie. Ces trucs comme ça qui peuvent tomber à l'improviste dans notre vie, face à la foule, comment réagir face à ça, comment réagir... Et notre cerveau devient foufou à tournoyer sur lui-même, à se dire j'anticipe des choses que parfois n'existent même pas encore, par peur en fait de cette chose à laquelle on n'est pas habitué. Et quand on y est habitué, on a beaucoup moins peur parce qu'on connaît la situation. Et plus on connaît de situation, moins on a peur. Plus on fait des choses qu'on s'interdit de faire par peur du monde extérieur, de la foule, de se retrouver avec les gens, moins ça nous demande d'énergie parce qu'on connaît la facette du truc. On connaît le lieu, on connaît l'endroit, on sait comment réagir, on sait à quel endroit faut faire la queue, à quel endroit faut... Donc on se pose moins de questions, moins de doutes, et avant de faire, on a moins peur, et c'est l'expérience. Et je pense que pour l'introverti, l'expérience de chaque chose, qui au début est très difficile, devient quelque chose qui se facilite avec le temps. Et le plus grand danger, c'est de ne pas se laisser dans le sable mouvant du cocon qui ne t'ouvre à plus rien. Là où tu es tout seul. Faut toujours ce petit... Mais même le tout petit truc que tu n'arrivais pas à faire, extérieurement ne sera pas vu comme un effort. Mais toi, tu le verras comme une grande réussite et il ne faut jamais le sous-estimer. Doit-on être fou amoureux pour que le couple marche ou la raison est-elle plus importante? Alors, moi j'ai répondu, souvent quand on est fou amoureux, parce que être fou amoureux, il y a une part comment dire, je vous lis, la passion nous aveugle un peu trop, et c'est dangereux. Je pense qu'il faut comprendre pourquoi on aime quelqu'un. La conscience dans l'amour rend l'amour encore plus réel, et pour moi encore plus beau, car on sait pourquoi on aime. Quand vous savez pourquoi vous aimez, cet amour, il dure, il dure, il dure, il dure. Quand vous êtes fou amoureux, il y a une part d'idéalisation, il y a une part de non-conscience, une part de se dire, je ne sais pas, mais je suis heureuse ou heureux d'être avec cette personne, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Parfois, on aime trop quelqu'un parce qu'on ne s'aime pas assez.
parce qu'on a peur. Et il faut pas aimer comme ça. Faut aimer parce que cette personne, elle mérite cet amour. Faut être aimé parce qu'on mérite cet amour. Pourquoi elle mérite? Pourquoi je mérite? Parce que nous sommes. Parce que nous sommes dans notre être et parce que nous sommes dans notre quotidien. Par le bien qu'on est, par le bien qu'on fait, par nos failles, par nos faiblesses, par ce qu'on a envie de construire avec. Toutes ces choses-là nous font grandir notre amour quotidiennement. Et quand on aime intelligemment, il ne suffit pas de preuves toujours positives pour aimer. Même la difficulté, la douleur d'une personne, on voit des subtilités qui nous font grandir encore cet amour. Donc, attention à l'amour aveuglé. Attention, c'est dangereux. Tu ne sais même pas pourquoi tu aimes quelqu'un. Donc si tu ne sais pas pourquoi tu aimes cette personne, tu peux aimer quelqu'un d'autre qui serait dangereux pour toi. La conscience dans l'amour rend l'amour encore plus beau que l'amour aveuglé. Pour vous, c'est quoi la tolérance, Riles? Alors, vous voyez, là. Pour moi, la tolérance, j'ai écrit que c'est comprendre, accepter et respecter la différence, sans pour autant être d'accord avec ce choix quand il s'agit d'un choix. Sans que notre vision impose à l'autre un rabaissement, une pression ou un moindre chantage. Pour moi, la tolérance, ce n'est pas de dire oui à tout. Ce n'est pas être tolérant, ça c'est être en accord. Donc ça ne te demande pas l'effort de tolérance si tu es d'accord. C'est bête. Je suis d'accord avec tout, je ne suis pas tolérant. Je suis simplement en accord avec tout, parce que ça fait partie de ma vision. Mais quand une chose ne fait pas partie de ma vision, c'est là où on fait intervenir la tolérance ou non. Quelque chose n'est pas de ma vision. Ta manière de t'habiller ou ta manière de te dénuder n'est pas en accord avec ce que moi j'estime être bien ou normal, etc. Je t'accepte comme tu es. Je suis peut-être pas d'accord, on peut discuter avec paix, tranquillité, ou on n'en discute pas et chacun fait ce qu'il veut, mais je ne vais pas avoir une pression sur toi, ou un jugement sur toi qui viendrait à te mettre une pression, ou à t'éloigner de mon monde, de discuter de choses basées sur le respect, parce que je ne suis pas d'accord. Je peux discuter avec toi, affirmer que je ne suis pas d'accord, et tu peux discuter avec moi, en estimant que mon choix de vie, que ma conscience de vie, que ma manière d'être, tu n'es pas spécialement en accord. Alors il y a des choses qui ne demandent même pas d'accord en fait, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Il y a des choses, t'as pas à être d'accord ou pas d'accord en fait. Tu dois la respecter, la personne, et c'est la différence. Moi j'ai ma conviction, toi t'as ta conviction. La tolérance, c'est d'en faire un non-débat presque, j'ai envie de dire. Mais d'avoir le désaccord vis-à-vis de soi par rapport à ce que l'autre est ou fait. S'il n'y a pas ce désaccord de base, ce n'est plus de la tolérance. Parce que des fois, il y a des gens, sur certains sujets, qui viennent me dire « Ah, je te pensais plus tolérant. » Bah non. Bah non. La vraie tolérance, c'est d'estimer, c'est d'affirmer ce avec quoi je suis d'accord et ce avec quoi je ne suis pas d'accord, ce que moi j'ai choisi pour moi et ce que j'estime pas bon, pour moi aussi, mais quelqu'un qui fait ce que moi j'estime pas bon pour moi, à part si c'est quelque chose qui vient à imposer à l'autre ou à faire du mal, bah tu le fais, il n'y a aucun problème. Mais ne viens pas me dire que pour être tolérant, je dois être en accord, comme si pour moi c'était la vérité, unique, etc. Parce que sinon c'est plus de la tolérance. C'est ça le problème que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Bon, maintenant je vais sélectionner des questions auxquelles je n'ai pas du tout répondu au hasard, comme ça. Je vous ai dit on va prendre le temps dans cette vidéo. Là vous êtes posé, vous êtes en train de faire votre vie. Et au passage, dites-moi dans les commentaires ce que vous êtes en train de faire pendant que vous écoutez cette vidéo. Franchement, j'ai aucune question, je t'aime bien, continue, ce que tu fais, c'est incroyable. Merci beaucoup. C'est très gentil, hein. Franchement, on se rend pas compte de l'impact, et des fois ça m'arrive de ne pas faire de vidéo pendant un moment, et d'avoir plein de sujets en tête en me disant « Oh non, mais ça sert à rien et tout ». Et c'est à chaque fois que j'ai des sujets en me disant « Ça sert à rien », que quand je les propose, eh ben ça fait du bien, et je vois les retours, et je me dis « Mais faut jamais, jamais, jamais sous-estimer ce qui peut, même à une personne sur 1000, faire du bien ». Parce que si vous faites du bien à une personne sur 1000, regardez comment votre vie, par rapport à vous-même, elle a une importance. Quand vous allez mieux, comment c'est important. Si vous arrivez à penser à une personne en vous disant « Si cette personne va mieux, c'est hyper important », en sauvant une personne, tu sauves le monde. J'estime pas sauver quelqu'un, attention, mais c'est une expression. Je me sens perdu dans ma vie, comment trouver la motivation pour avancer? C'est un sujet vaste, parce que quand quelqu'un vient te dire qu'il se sent perdu, parfois c'est lié à une relation sentimentale, parfois c'est une perdition sur la conscience du monde, parfois c'est la perte d'un travail, parfois un petit détail de vie qu'on estime, moi j'estime un petit détail par rapport à ma vision sur le moment, c'est pas moi qui vis la chose, mais quelqu'un parfois, d'un petit truc, fait naître le début d'une grande conscience. Tu perds ton travail, et ben parfois ça te remet à la réalité du monde, alors que des fois t'es dans une routine,
Voilà, tu ne vis plus le monde. Il faut vivre le monde comme il est. Il faut se poser les bonnes questions sur son monde, sur son existence. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit être en tant qu'humain? Comment trouver la véritable paix intérieure? Elle ne se trouve pas dans les objets. Ça, c'est dans le confort. Ceci, cela. Remplir tous les bocaux intérieurs de notre être. Comment? On en remplit un bocal, 2, mais je me sens pas en paix. Et il y a un problème. Tu peux pas être en couple. Il n'y a pas de problème dans ce couple-là, avoir ton travail, subvenir à vos besoins, être bien, t'as des enfants, ou t'as des amis, t'as du sport, t'as une bonne santé, et t'es pas heureux, et t'es malheureux. Il y a un bocal qui est vide à l'intérieur de toi. Il faut travailler ta conscience du monde, ta conscience de ton existence, et ne pas s'endormir sur un monde qui nous fait dormir. La routine nous fait dormir, la télé nous fait dormir, les jeux, tout ce qu'on fait quotidiennement, nous facilite un sommeil de conscience. Si tu as une conscience éveillée et que tu as tout ça à côté, c'est pas un mal. Mais si tout ça agrandit ton sommeil et éloigne ta conscience, tu ne peux que être perdu et malheureux. Reviens aux éléments de base et chaque plus petit effort de conscience de ton existence, de ton monde et de tes recherches, intérieures et spirituelles, etc., te feront aller un petit peu mieux. Obligatoirement. Bon, bien entendu, je sélectionne pas les questions de foot, c'est pas la bonne chaîne. Est-ce qu'il faut, à ton avis, dire tout de son passé à la personne qu'on aime? Ça, c'est une super question. C'est une super question et c'est tellement... En fait, ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses de ton passé qui, pour moi, ne doivent pas spécialement être dites. Après, il y a des gens avec qui tu es, que si tu leur dis ton passé, tu te sentiras mieux, mais cette personne-là, ça n'aura pas un impact négatif pour votre relation. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en fait, tu n'as plus de secret avec la personne, et vous pouvez, même la personne te comprend peut-être mieux, et tout. D'où l'importance de l'intelligence dans le couple, je l'évoque tout le temps. L'intelligence dans le couple, c'est primordial. C'est primordial, s'il n'y a pas d'intelligence dans le couple ne tient à rien. Donc, moi, je pars du principe de base à dire non, parce qu'on est tous humains, il y a des choses qui sont inutiles à dire. Des choses qui n'ont plus d'impact dans ta vie, et si tu les dis, auront un impact dans le vous, dans le nous du couple. Et parfois, c'est un mauvais impact. Alors que soit tu n'es plus cette personne-là, soit il s'est passé des choses dans votre histoire qui n'ont aucun impact, et là, tu viens à ramener quelque chose qui peut ruiner votre relation. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de voir la personne que tu as en face de toi aujourd'hui. Et la personne doit voir ce que tu es aujourd'hui. Parce que parfois, c'est le fruit d'une histoire triste qui fait naître un beau futur ou une belle relation. Très souvent même. Et parfois, le début en haut fait une suite qui se termine au sol, et un début au sol finit en haut. Il faut jamais juger le passé des gens. Mais la meilleure manière, c'est comment ils en ont tiré des leçons. Maintenant, ça dépend. Encore une fois, attention, si c'est quelque chose qui doit être dit, parce que la personne d'en face doit le savoir, il y a des choses où la personne d'en face aussi mérite le respect de savoir certaines choses qui sont vraiment importantes. Peut-être qu'il faut en parler. Mais là, c'est une question assez vaste. Je peux pas venir dire à quelqu'un oui ou non. La nuance que je fais, c'est qu'il y a des choses qui viendraient, des choses qui sont au passé et qui restent au passé, si elles viennent au présent, peuvent nuire à un présent qui, sans cette révélation, n'aurait aucun impact. Mais il y a des choses qui doivent être connues en face, parce que ce serait une trahison de ne pas le dire. Quand l'autre l'apprendra, la personne estimera que c'est une trahison. Et il faut savoir mesurer avec intelligence et conscience le truc de qu'est-ce qui devrait, qu'est-ce qui ne devrait pas, et aussi prendre en compte la sensibilité qu'il y a en face, ou qui est cette personne en face. Maintenant, l'essentiel reste quand même le présent, ce que tu es au présent, et ce que tu construis pour demain. Comment gérer le stress et l'angoisse? Pour moi, le stress et l'angoisse, ça vient quand même d'une part d'inconnu, d'une part d'avant. C'est l'avant quelque chose. C'est l'anxiété, en fait. Et l'anxiété, moins tu es confronté, plus tu vas la faire grandir. Et je pense que la confrontation à petit niveau, faut pas la confrontation d'un coup du truc qui va te traumatiser, mais la confrontation du petit pas, je sais pas, t'as peur de monter à l'étage d'au-dessus, tu montes 2 marches. C'est une avancée. Un jour, tu arrives à monter à l'étage. Tu restes 1 seconde, mais tu es monté. Ensuite, tu restes, je sais pas, quelqu'un qui a peur de faire ses courses, il a été, il y retourne, des trucs, et ça se passe bien. Et dans sa tête, ce qui était une peur basée sur de l'inconnu, se retrouve face à un vécu qui devient normal. Et il aura peur de quelque chose d'autre, et il va affronter le quelque chose d'autre. La vie, pour les personnes stressées et anxieuses, sont impactées parfois par le trop de réflexion
qui parfois ça ne demande pas autant de réflexion, ou une addition de choses. Si je sors, il peut arriver telle chose, s'il arrive telle chose, ça aura telle conséquence, si ça a telle conséquence, ça veut dire que... Et donc, au final, l'addition d'une chose qui n'existe pas existe dans notre cerveau et dans notre peur, dans notre cœur, ça crée la peur d'une chose qui n'a pas eu lieu. Donc, il faut, je pense, un petit peu se relâcher, trouver la paix intérieure, la chercher, et travailler sa conscience et l'expérience de sa vie. C'est l'expérience de la vie qui fait qu'on va mieux. C'est quand on casse l'avancée qu'on commence à créer ces petits maux, ces douleurs et les traumatismes d'hier, bien entendu. Mais je veux dire, quand on s'enferme, on a de plus grandes chances d'avoir peur de quand on ouvrira la porte. Mais si tous les jours on ouvre la porte, on n'a pas peur de ce qu'il y a derrière la porte, on aura peur de la ville d'à côté. Si on connaît la ville d'à côté, on n'aura plus peur de la porte ni de la ville d'à côté, on aura peur du pays de l'autre côté, et ainsi de suite. Et c'est la découverte de chaque chose de notre quotidien. Il ne faut jamais bloquer l'esprit à la découverte de nos peurs. Attention, je ne mets pas dans n'importe quel domaine non plus, mais je parle dans le domaine du stress, de l'anxiété et tout. Faut pas faire en sorte, et surtout pour les enfants, ne les laissez pas enfermés, bloqués. S'ils n'ont jamais connu les transports en commun à un certain âge, ils vont en avoir peur et ça va être une phobie. Et il faut faire découvrir les choses de manière intelligente, pédagogique, et l'enfant doit connaître. C'est important, je pense que c'est important. Que penses-tu d'une personne qui te dit non pour un futur ensemble, mais qui cherche à tout savoir sur toi? Bah, tu n'as rien à donner, si t'as pas envie en tout cas de le dire ou d'exprimer des choses qui te sont personnelles, à une personne qui n'est pas censée le savoir. Il y a des gens aussi, c'est vrai, qui s'estiment un peu trop importants par rapport à toi. Ils se disent, je dois tout savoir de toi, c'est comme si t'étais ma femme, ou c'est comme si t'étais mon mari, mais par contre, moi, j'ai pas envie qu'on soit ensemble. Mais oh, à un moment donné, les gens doivent aussi un petit peu revenir à l'étage qui est le leur, hein, et il faut le faire comprendre, ce truc-là. Comment savoir quand une relation vaut la peine d'être vécue? Comment savoir quand une relation vaut la peine d'être vécue? Alors, on saura jamais le futur, on connaîtra jamais le futur, bien entendu, donc il n'y a pas de recette, hein. Il y a des gens, ils vont se dire... non, il n'y a pas de recette, mais il faut éloigner déjà les choses qui sont à mettre une croix. Une personne, quand tu ne lui donnes pas avant l'engagement ce qu'il veut, mais qui n'est pas censé exister avant l'engagement, si tu lui dis « moi j'attends le mariage », et que cette personne s'en va, t'as gagné. Bravo. Je t'applaudis. Parce que t'as évité quelqu'un qui avait une grande probabilité de vouloir prendre sans s'engager, et qui derrière aurait pu te dire bye bye. Il y en a beaucoup. Hommes comme femmes, ça dépend des domaines. Donc, je pense que la part de sérieux qu'il doit y avoir en face de toi, c'est quelqu'un qui est prêt à patienter dans certaines choses où il faut patienter. Quelqu'un qui est prêt à s'engager. Quelqu'un qui est loyal. La loyauté, ça se voit très très vite chez quelqu'un quand on essaye de travailler sa conscience. On est tous capables de se faire arnaquer, attention. Mais je veux dire, quand t'es quelqu'un de loyal et que tu ne te fais pas aveugler sentimentalement, que tu n'as pas besoin d'être comblé uniquement par des mots doux, mais par l'existence d'actes, et pas d'actes envers nous-mêmes, mais d'actes envers toi et ton quotidien. C'est sur ce que tu es dans ton quotidien, c'est sur ta manière de parler dans ton quotidien, c'est sur ta manière de ne pas escroquer les gens, ou profiter des gens, ou d'être violent, ou d'être ceci, ou d'être vulgaire, ou... C'est sur ça que je me définis de qui tu es. C'est pas sur comment tu te comportes avec moi. Parce que moi, peut-être que sur le moment, tu veux que je sois dans une relation avec toi. Mais moi, je veux te voir quand tu n'as pas un intérêt personnel vis-à-vis de certaines personnes. Comment tu te comportes face à un étranger? Comment tu te comportes dans la contrariété? Comment tu te comportes quand t'as tort? Comment tu te comportes dans les choses où tu dois évoluer? C'est dans ça qu'il faut regarder quelqu'un et se dire avec qui je veux être. Tout le monde aujourd'hui sait comment satisfaire l'ego des autres. T'es beau, t'es belle, je t'offrirai ceci, cela, je m'habille de telle manière, c'est trop bien, je suis l'homme parfait, t'es la femme parfaite, on est beau l'un et l'autre, et non, moi en tout cas c'est pas ma conception du truc. Ouais, voilà mes failles, voilà où je dois travailler, et chacun dans son naturel. Alors ça idéalise beaucoup moins les choses au début, mais ça rend les choses tellement plus belles après. Conflit avec ma sœur, elle ne reconnaît pas ses torts, ça me rend ouf. Comment agir avec sagesse? Bah, la sagesse, je pense, c'est de ne pas s'arrêter sur ce qui nous dérange, c'est aussi de prendre le temps de regarder ce qui nous fait du bien et le bien qu'il y a chez cette personne pour être un peu plus patient dans ce qui nous dérange. Il y a des gens qui sont à côté de nous, qui ont un trait de caractère qui nous dérange, mais quand on se rappelle ce que ces gens font pour nous, ce que ces gens sont pour nous, ce que ces gens, surtout dans notre famille des fois, là, la personne m'évoque sa sœur, alors je connais pas leur famille ni leur relation, mais regarde
le positif qu'il peut y avoir dans votre existence ensemble, dans la confiance que vous vous donnez, dans beaucoup de choses que vous vous apportez, je pense que ça a tellement plus d'importance que des choses, des fois, où ça nous énerve, ça nous touche aussi dans notre ego, et le petit pas en arrière. Et quand tu fais le pas en arrière, souvent l'autre, il le fait, le sien. À part quand c'est vraiment il y a une perversité dans l'histoire, mais souvent, quand tu n'es pas en train de « c'est moi qui avais raison », ces trucs, quand tu dis « non, bah écoute, peut-être que j'ai tort et tout », bah l'autre commence à faire un petit pas en arrière. Je vous jure que ça, c'est une belle expérience. Quand, des fois, dans votre quotidien, il va y avoir... vous savez que l'agressivité ne résout rien, prenez sur vous, faites un pas en arrière. Soit, sur le temps, la personne reculera, soit la personne ne sera pas aussi dans l'offensive que vous la poussez dans cette offensive, quoi, vous m'avez compris. Comment faire pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime quand on est trop timide ? Alors attention, il y a aimer et vouloir avancer avec quelqu'un, c'est deux choses différentes. Tu peux aimer quelqu'un, et c'est très mature d'avoir ce que je vais dire, tu peux aimer quelqu'un et estimer ne pas être en accord dans votre manière d'être, dans votre vision, pour avancer avec. L'amour ne doit pas être le gage de te pousser et de se dire « ça y est, on doit être en couple ». Le sentiment d'aimer quelqu'un. Parce que parfois, c'est le sentiment d'aimer quelqu'un. C'est pas l'amour envers quelqu'un. Déjà, si tu aimes quelqu'un et que tu veux l'évoquer, ce truc-là, c'est pour avancer avec. C'est pas pour dire juste « je l'aime, elle doit savoir ». Parce que sinon, ça sert à rien. Je pense qu'il faut... Si tu veux t'engager avec quelqu'un, il faut se dire, bah, est-ce que je veux m'engager avec quelqu'un? Est-ce que cette personne convient aussi à ce que je veux construire dans mon avenir? Ça fait très... Je sais que ça gâche un peu le côté sentimental que beaucoup de gens aiment, c'est-à-dire l'inconnu de l'amour. On aime et on voit ce que ça donne. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan parce qu'on n'entretient pas l'amour et on se fait du mal. Le meilleur entretien de l'amour, c'est quand ça commence par de la raison, de la conscience. Il y a l'amour, il y a le sentiment, et quand il existe, c'est parfait. Mais attention, sur 10 personnes, peut-être que sur 10 personnes dans ta vie avec qui tu as eu des sentiments, il y en a peut-être qu'une seule qui était bonne pour toi et ta relation. Et il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'une fois que tu es dedans, tu te mets dans un bourbier et parfois tu vas en souffrir. Et tu n'as envie que d'une chose, c'est ne plus avoir ce sentiment. Ce qui te retient, c'est pas ton amour envers l'autre, c'est ton blocage avec toi-même. Donc, la première question, c'est « Ok, j'ai des sentiments pour cette personne, mais est-ce que je peux envisager quelque chose avec ?» Si oui, bah je pense que dire les choses. Il n'y a pas 1 million de choses. Alors, tu peux ne pas les dire, tu peux essayer de faire des... Mais, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tu risques peut-être que les choses ne se passent pas. Au moins, tu n'auras rien à regretter. Et il n'y a pas de honte à avoir. Si vraiment ta sincérité, elle est de vouloir avancer, se marier avec, faire les choses bien... quelle est la honte à vouloir construire quelque chose de bien avec une personne? Mais il faut des bonnes intentions, il faut le faire dans un bon cadre, il faut pas... voilà, après, je sais pas, la personne qui me pose cette question, je sais pas quelle est son intention derrière, moi je donne mon sentiment par rapport à ça. Comment se pardonner à soi-même? C'est vraiment une belle question, et ça mériterait une grande vidéo. Ce serait compliqué de répondre comme ça rapidement, je veux pas vous mentir, j'ai pas envie de faire une réponse à l'arrache, mais c'est un sujet, je vais screener la question, c'est un sujet que je vais garder en tête. Et je pense peut-être écrire quelque chose là-dessus, parce que c'est très très profond, cette question. Pour cette vidéo, je pense que ça va aller, hein. N'hésitez pas à me dire, parce que sur ce genre de vidéo-là, j'aime beaucoup les retours, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vraiment, commentaire à cœur ouvert, il n'y a pas de problème, mais juste n'hésitez pas à commenter. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.